quoi, c'est un visuel par vitre? Non, il n'y en a que deux en fait. Il y a un visuel horizontal qui est ici, D'accord. et là il y a un visuel vertical. Ah ok, d'accord. Parce que tu vois, j'ai simulé la profondeur. Mhm. Mais sur la grande. Enfin, mais les codes sont les mêmes. D'accord, ouais. Voilà. Quand j'ai commencé ma série de portraits, il restait environ 2000 anciens combattants de 14-18 en France. Et puis par la suite, il restait les objets, par exemple ceux de la collection de Jean-Pierre Vernet, qui est le fondateur du musée de Meaux. Et puis les lieux, je me suis beaucoup promené sur le champ de bataille. Il y a encore des milliers d'hommes sous terre qu'on n'a pas retrouvés. Et qui nous hantent. Hein. Cette exposition, c'est le parti pris de l'humain en fait qui a guidé ma démarche. Donc j'ai essayé de rendre très vivant ce travail et de le traiter finalement comme un personnage. Par exemple, au kilomètre zéro, il y a un blocos qui s'appelle la Villa Agathe, qui était le dernier gros blocos avant la frontière fait par les Français. Et celui-là, en fait, je l'ai éclairé, je l'ai presque. Il a une sorte de bouche, la bouche par laquelle passaient les mitrailleuses, et on dirait une bouche. Et j'en ai fait presque un animal. Donc voilà, pour moi, c'est comme les objets. Ils ont quand même mémorisé dans leur matière cette mémoire-là. Elle est là, on la sent. Les anciens combattants, on les écoutait plus. Les derniers grands acteurs de ce cataclysme qui a bouleversé notre monde, en fait, ce qu'ils avaient à dire, c'était pas extraordinaire, on le savait déjà, mais c'était le fait qu'ils soient les derniers à le dire qui était important. Et bizarrement, quand ils sont devenus très très peu, il y en avait que quelques-uns, en fait, ils sont devenus audibles. Et on s'est rendu compte de l'importance de cette mémoire qui était en train de se transformer. Quand t'as plus quelqu'un pour te raconter comment les choses se sont passées, c'est plus pareil. 14-18, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est une ligne de front qui allait de l'Alsace à la mer du Nord. Pendant 4 ans, le front n'a quasiment pas bougé. Et il faut bien imaginer que c'est un espace fermé et qui s'étend sur 800 bornes. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des gens. Là où ils vivent, la Grande Guerre est partout. Elle transpire du sol. Ils sont habités par cette histoire. Enfants, nous allions jouer à la guerre dans les blocos du côté allemand. Nous jouions là-dedans. Et ma grand-mère m'a raconté, je ne sais combien de fois, donc l'arrivée des Français le 7 août 1914. Mais déjà, le 2 août, lors de l'affaire de Joncheray, des patrouilles allemandes ont traversé la frontière et sont allées chercher les Français à 10 km à l'intérieur du territoire français. Et à Joncheray, elle a rencontré un poste de garde français commandé par le caporal Peugeot, Jules-André Peugeot. Et les Allemands étaient commandés par un lieutenant, le lieutenant Mayer, et il a attaqué Jules-André Peugeot. Il l'a tué d'un coup de revolver, et c'est un soldat français qui amenait la soupe pour le poste français qui a tué Mayer d'un coup de fusil. Et Mayer et Peugeot sont considérés comme les 2 premiers morts de la guerre de 14-18. Le saillant du Largin, que les Français appelaient le bec de canard, est une bande de terrain de 150 mètres de large et d'une longueur d'à peu près 3 km et qui pénètre dans le territoire allemand. Ici, il y avait le territoire de 7 communes qui se rencontrent sur un point. Et c'est cette pointe que les Français ont choisi pour y greffer le front. Et les Suisses avaient le devoir, par la neutralité, de venir monter la garde et d'empêcher les patrouilles autant françaises qu'allemandes de traverser. Nous nous trouvons ici en présence de la borne du kilomètre zéro. Et cette borne est symbolique parce que c'est vraiment le début du front de la guerre de 14-18. C'est le point zéro de la délimitation entre la guerre et la paix. La paix était du côté suisse, de ce côté-ci, du côté sud. Du côté nord, c'était la guerre, c'était l'Alsace allemande. Sur la même borne, les deux réalités se rencontrent. Les Suisses patrouillaient à partir d'ici
Le long de la frontière, c'était sur toute la ligne du front les seuls soldats qu'on voyait qui n'étaient pas dans des tranchées ni couchés dans des postes d'observation. Ils étaient debout. Il faut bien faire comprendre qu'ils étaient les garants de la neutralité helvétique. Les officiers étaient bien à l'abri dans le poste d'observation. Donc il y avait toujours une présence helvétique ici pendant toute la guerre de 14-18. Une nuit, les Suisses qui étaient ici en faction ont entendu hurler les Allemands qu'une patrouille française était en train de les embrocher à la baïonnette. Et les Suisses ont assisté à ce carnage sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ils étaient aux premières loges, c'était comme un balcon sur la guerre. Au bout de 40 ans, j'ai enfin pu mettre en pratique ce dont j'avais toujours rêvé, à savoir un peu reconstituer une tranchée sur le lieu même où j'ai découvert les événements. Et c'est vrai que c'est un aboutissement. Et en fait, il faut du temps, mais quand on arrive au bout de son rêve, c'est très gratifiant et c'est une satisfaction assez importante. Le terrain, il est extraordinaire, il fallait l'explorer. Pour comprendre ce qui s'était passé ici, il fallait que je fasse des recherches et que je cherche où ça se trouve. Dans l'autre sens, les enfoncer dans l'autre sens, comme ça, on la plaquera juste dessus, pour que ça traverse. Oh, c'est une histoire familiale, donc dès qu'on avait un dimanche de libre, on venait se promener, surtout avec mon frère. Pour moi, un bloco, c'est un petit peu quelque chose qui me sécurisait. Parce que je sais que j'avais une hantise de peut-être un jour il y aura la guerre qui va recommencer. Et du coup, je me disais, près de chez nous, il y a des blocos, on risque rien, on pourra toujours aller là-bas. Faut le refaire. Il faut essayer de garder le plus possible de traces, enfin, en tout cas le plus longtemps possible, parce que le béton est quand même se détruit, à force du gel, du dégel, etc. Et moi, je dirais qu'il faut laisser un petit peu une trace pour que les générations suivantes puissent encore se rendre compte de ce qui s'est passé il y a un siècle et savoir un petit peu comment est-ce que les arrière-grands-parents ont vécu, tout simplement, ou en tout cas ceux qui se sont battus ici sur le terrain. C'était vraiment l'enthousiasme de chercher un autre ouvrage, parce qu'en fait, j'avais l'impression que la forêt en était truffée, mais il fallait quand même les découvrir. Ils étaient dans des talus, ils étaient dans des ravins, et en fait, c'était un peu comme une chasse au trésor. Là où nous nous trouvons, les Allemands étaient un peu coincés entre les Français qui se trouvent dans cette direction-là, à Fétrousse qui est à peu près à 2 km, et leurs amis et leurs collègues qui étaient en fait à 100 mètres derrière nous. Donc ils étaient en position extrêmement sensible. Alors pourquoi avoir installé une position aussi fragile en avant-poste? C'était en fait pour coller au plus près de la zone d'attaque qui se trouvait être dans la trouée, entre deux bois qui étaient déjà occupés par les Français. Et en cas d'attaque de masse, il fallait absolument couvrir avec une arme automatique la zone la plus probable d'une attaque. Donc c'est pour ça que cet emplacement allemand a bénéficié d'autant d'efforts, avec des murs de 80 cm d'épaisseur de béton, un toit renforcé avec du rail et un créneau assez large pour battre le maximum de champs. Voilà, donc on a le plateau de Confrécourt, environ 4-5 km de long. Hein. Et là, on est dans le Lomasland, avec les tranchées françaises de ce côté-ci, allemandes dans le champ de betteraves, 80-100 mètres entre les deux. Voilà, ils sont là. Ils ont tenu 4 ans, là, ici, des jeunes Français et Allemands. Ils avaient 20-30 ans. 25 000 Français vont être tués, là, sur ce plateau. 20 000 Allemands. Ils ont vécu dans cette terre. Le Soissonnais, c'est un pays où, au Moyen-Âge, les hommes ont creusé des carrières de pierre
Et dans ces carrières, les soldats vont les occuper, français et allemands, bien sûr, de chaque côté du plateau de Confrécourt. Bien, écoutez, on va rentrer dans la carrière du premier zouave. En fait, il y a une porte parce que j'ai tout fermé dans les années 90 à cause des fouilleurs, des gens qui venaient prendre une partie de l'histoire de cette carrière. Voilà, donc c'est Marianne, la Marianne de Confrécourt. Bon, c'est quand même une des pièces maîtresses de la carrière. Quand on se marie et que j'arrive à Confrécourt avec mon épouse qui n'est pas de la région, évidemment, je lui montre la Marianne, on vient tout de suite ici, et des gens étaient en train de la découper, vous voyez. Donc on voit encore la fente. Et si on n'était pas passé, il n'y aurait plus de Marianne. À partir de là, ça a été une prise de conscience de ce patrimoine. Et je crée une association pour défendre la carrière de Confrécourt. Et puis finalement, on a 600 carrières dans le secteur. Et donc, on va créer Soissonnais 14-18 en 85 pour protéger ce patrimoine. On se trouve devant la chapelle du Père Doncoeur. Et avec ces hommes, ils ont construit cette petite chapelle, ce lieu de prière. Et la première messe a eu lieu donc à Noël 1914. C'était pas joyeux Noël ici, hein. C'était plutôt les combats. Et à 2h du matin, ils ont eu le droit de dire la messe. Donc ça, c'est le boyau qui permettait aux soldats de monter dans la tranchée. Voilà, ça fait 3 jours qu'ils sont là, dans la carrière. Et maintenant, il faut monter. Il est 10h du soir. On va relever les camarades là-haut, dans les tranchées. Les soldats, ils ont 40, 50 kilos sur le dos. Des grenades, tout l'équipement, des barbelés. Et puis surtout, ils ont la peur au ventre. Je suis paysan dans l'âme, oui. Mon père était paysan, mon grand-père... mon grand-père, il n'a pas eu de chance. Il a repris la ferme le 1er juillet 1914. Il est parti le 30 juillet 1914. Quand il est revenu vivant en 1919, il ne sait pas où sa ferme. Ici, par exemple, Confrécourt, c'était une zone rouge, interdiction de cultiver. Et en 1924, on va commencer à prendre 1 hectare, 2 hectares. Et en 1932, la ferme sera remise en état. C'est-à-dire que de 1914 à 1932, on n'a pas cultivé ici. Plus de 15 ans pour reprendre cette terre qui a été abîmée par la guerre. Moi, j'ai quand même allé dans mes champs, peut-être un bon millier de soldats encore, français, allemands, hein, des charniers. On en a retrouvé 1, mais les autres sont là. C'est une responsabilité, vous voyez. Il faut que je cultive cette terre où mon blé va prendre racine sur des corps. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Pour moi, c'est bouleversant, bouleversant. Donc, je dois bien faire, hein, un bon paysan, parce qu'en dessous, c'est des paysans qui sont morts. Hein. Alors, 14, c'est la paysannerie qui est morte. Hein. Donc, par respect, il faut que je sois un bon paysan. On a des champs de pommes de terre. Et puis, il y avait une dame, de loin, je la voyais, elle s'était arrêtée, la voiture, c'était assez loin. Je voyais la voiture qui s'était arrêtée dans mon champ de pommes de terre. Et puis, je me dis, la personne, elle est gonflée, elle est en train de me voler les pommes de terre. Bon, j'arrive un peu furieux, puis je vois, elle me voit, elle me dit, elle était en faute, elle se sentait pas bien. Et puis, je lui demande qu'est-ce qu'elle faisait. Oh, elle me dit, monsieur, je viens chercher un tout petit peu de terre. J'ai tout de suite compris. Elle avait besoin d'avoir un peu de terre, mon grand-père est là. Vous voyez, on est à 100 km de Paris, il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas de la guerre de 14 ici. Quand je laboure, je sais, tiens, je suis sur la première ligne allemande, tiens, je laboure sur la première ligne française. Ça fait partie, c'est complètement en nous, hein. On est sur le champ de bataille. La maison est construite sur la première ligne française. Donc ils sont sous nos pieds, ils sont dans la cave, ils sont à 8-10 mètres de profondeur. C'était des gamins, ils crient maman. Quand on ne dort pas bien, voilà, on les entend, quoi. Ça sort. Donc c'est quelque chose de très entêtant. Et même on a pris une décision un jour de quitter cette maison parce que ça devenait pour les enfants c'est un vrai traumatisme. Moi j'y pense tout le temps. Je suis dedans, mais tout le temps. Vous voyez, tout partout, il y en a partout. C'est comme ça, c'est notre vie. Ma chère femme, ma chère bien-aimée, ma chère Claudine, ma bien chère Lucie. Je t'écris mes dernières nouvelles. C'est fini pour moi. Nous venons de passer au conseil de guerre. Je ne te reverrai plus. Quand cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillé. Fusillé. Mon Dieu,
Que vas-tu faire seul avec les deux Avec les petits? deux petits. Jamais j'aurais cru finir mes jours à Vingré. Puisque c'est la volonté de Dieu de nous séparer sur la terre, Puisque c'est la volonté de Dieu j'espère bien qu'il nous réunira au ciel. au ciel. Ma dernière pensée à toi jusqu'au Je bout, t'embrasse bien des fois. car c'est bien fini pour C'est moi. bien fini pour moi. Au revoir là-haut. Dans cette petite cave, 6 soldats ont passé leur dernière nuit. C'est l'histoire des fusillés de Vingré, hein, des 6 gars exécutés. Ça vient de la lâcheté d'un lieutenant. Il faut dire les choses clairement. Hein. Un lieutenant qui commandait 24 soldats, qui est en première ligne dans mes champs là-haut. Et donc ces gars avec le lieutenant sont surpris par une petite attaque allemande. Hein. Les Allemands rentrent dans leurs tranchées. Le lieutenant prend peur et il dit à ses soldats, on recule 100 mètres derrière. Alors les gars, ils reculent, hein, ils obéissent à l'ordre de leur lieutenant. Et derrière, il y a un capitaine qui dit au lieutenant, il faut reprendre ta tranchée, c'est contraire aux ordres, il faut réattaquer. Donc le lieutenant, avec ses gars, repartent à l'assaut. Donc voilà, pendant une demi-heure, on a perdu 100 mètres. Voilà. Et donc le général décide de faire une enquête. Tout de suite, le lieutenant va dire, moi, je n'ai pas donné l'ordre de reculer, mais en 1920, il dira, oui, j'avais donné l'ordre. C'est ça l'histoire de Vingré. Voilà, donc là, je me situe devant le champ où ils ont été exécutés. Il y avait les 6 poteaux. Il est 7 heures du matin. Donc il y a à peu près 500 spectateurs de tous les régiments qui sont dans le secteur. Et ça ne se termine pas là, puisqu'il y a 6 femmes. Il y a 2 soldats qui avaient des enfants. Et donc ces femmes vont être mises au banc de la société, parce que ces femmes sont des veuves de fusillés. Et en 1919, un des soldats qui assiste à l'exécution va essayer de concerter toutes ces veuves et monter un dossier pour la réhabilitation. Et donc en 1925, on érige ce petit monument à ces soldats qui ont eu la malchance d'être à Vingré au mauvais moment, le mauvais jour, avec un officier qui était un lâche. Dans tout le village, on a inscrit le nom des fusillés et puis leurs photos, parce que je pense que c'est important de voir leur visage, de voir leur jeunesse, hein, pour certains. Blanchard, il a 31 ans quand il va être assassiné. Voilà, donc cette lettre, elle est relativement connue puisqu'elle se termine par cette phrase extraordinaire, hein, « Au revoir là-haut, ma chère épouse Jean ». Il y a des gens comme Kubrick qui viendront dans leur scénario Les Sentiers de la Gloire. Et puis, chaque anniversaire, il y a beaucoup d'émotions. Hein. On a la génération des petits-enfants, voilà, qui viennent pleurer là. Ils sont partis de chez nous, tu crois pas qu'ils n'ont pas parti de la première ligne? Ils ont pas. Ouais, c'est possible. Il y a des sacrés trous dans ce. Ouais, il y a des sacrées galeries. Quand tu vois l'état de terre qu'il y a dans le bout. Là, on a la première ligne allemande. C'est pour ça que quand ils ont repassé au bulldozer il y a 30 ans, ils ont retrouvé beaucoup d'équipements allemands, donc ça correspond tout à fait à la tranchée de première ligne. Ils n'étaient pas loin les uns des autres, hein, pendant un moment. Les Allemands sont là et les Français sont là. Et entre les 2 tranchées, il y a à peu près combien en distance? 50 mètres. Oui, une cinquantaine de mètres. Ouais. Donc la main de Massige est une forteresse naturelle dont les courbes de niveau dessinent une main. Donc cette main de Massige va être baptisée par les Français main de Massige, car le village le plus proche est Massige. On va s'amuser un peu. Cet endroit, nous le connaissions depuis fort longtemps. C'était un terrain qui appartenait à un particulier, un agriculteur. Et donc à 5 personnes, 5 passionnés, on a décidé d'acheter ce terrain avec nos propres deniers. Ensuite, donc on a obtenu les autorisations nécessaires par le service archéologique
pour remettre à jour sur ces 4 hectares l'ensemble du réseau de tranchées. Ici, nous avons plusieurs périodes. Nous avons les tranchées de 14 qui ont été pour la plupart abandonnées en 15, des tranchées de 18. Sur cette parcelle de 4 hectares, nous avons des tranchées de 4 en guerre. Nous retrouvons régulièrement, même à chaque coup de pelle, presque des traces de ces hommes, qu'ils soient français ou allemands. Ce qui est le plus émouvant, ce sont les objets de la vie quotidienne. On va trouver un peigne, on va trouver un briquet, on va trouver une montre, une plaque d'identité, on va trouver des objets militaires, énormément de munitions, quelques fusils, quelques casques, etc. Mais surtout, derrière ces objets, il y a l'histoire d'un homme. Les soldats d'Azur, pour nous, c'est une récompense parce que ici, c'est tous les soldats des Bulgares, il n'y avait qu'une seule plaque d'identité. Ordinairement, un soldat qu'on retrouve ici, il n'a pas de plaque d'identité parce qu'elles ont été enlevées par leurs camarades pour la donner à l'officier d'état civil, pour prévenir la famille, faire les déclarations et tout ça. Ensuite, ils ont été enterrés sommairement par leurs camarades dans les tranchées ou dans les parapets de tranchées. Ensuite, quand on les retrouve, tous les soldats des Bulgares n'ont plus de plaque d'identité, ils ne sont pas identifiables. Alors, le soldat des durs, il s'est fait un bracelet en cuir et s'est mis la plaque au poignet. Donc, ses copains ne trouvent pas la plaque autour du cou ni dans le porte-monnaie. Ils ne cherchent pas plus loin. Ils l'enterrent comme ça. Et ça nous a permis de l'identifier 98 ans après. Donc, quand nous découvrons un corps, nous appelons déjà la gendarmerie. C'est une découverte de cadavre avant tout. Donc les gendarmes viennent constater que c'est bien un soldat de la guerre de 14. Et ensuite, ce sont les archéologues qui vont dégager ce corps pour voir dans la position dans laquelle il est tombé ou la position dans laquelle il a été inhumé. Ensuite, ce corps descend donc au CNRS de Marseille pour une étude anthropologique. Et ensuite, ces corps reviennent ici, donc à Massige. Pour les soldats allemands, ils sont redonnés au service sépulture allemande. Et pour les soldats français, ils sont réinhumés dans la nécropole de Minocourt toute proche pour rendre hommage à ces hommes aussi, quels qu'ils soient, bien évidemment. Quand on découvre les corps comme ça, c'est quelque chose pour nous de très émouvant. Pour nous, c'est comme si on était en 19. C'est comme si on retrouvait nos copains après la guerre, comme si on découvrait nos copains morts après la guerre. Pour nous, c'est tout près. Elle démarre quand la guerre mondiale, la première? 1914 et elle finit en 1918. Alors quand en 1918? Au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre? Quand? Le 11 novembre, voilà, le 11 novembre. Donc le soldat français part au mois d'août 1914 avec ça s'appelle comment ça à votre avis? Un képi. Mais alors qu'est-ce qu'il a ce képi qui est bizarre? Il est rouge. Alors rouge, pendant la guerre, vous croyez que c'est bien d'avoir du rouge pendant la guerre? Et non, on se fait repérer de loin. Mais bon, on va le remplacer au bout d'un an par un casque. La couleur bleu horizon, voilà, c'est la couleur que le soldat français va avoir. Donc un casque qui n'arrête pas les balles, mais qui protège quand même un petit peu des éclats d'obus. Comment ça s'appelle ça? Un casque à pointe. Donc les Allemands, eux, ils ont un casque à pointe qui va être remplacé par un casque métallique que vous avez ici. Voilà, le casque allemand, avec 2 petits ergots qui permettaient de mettre un blindage devant, d'accord? Vous voyez, c'est déjà un petit peu... Alors, il est propre, n'aie pas peur, regarde. Vous voyez, tu vois un peu? On côtoie beaucoup de familles qui reviennent sur les traces de leurs ancêtres qui sont battus ici. Et des familles nous apportent des documents avec des lettres, des récits et tout ça. Et moi, mon souci, c'était de conserver ça. Et ça servait à d'autres. Ça servait à d'autres aussi. Quand je rencontrais les familles d'un même régiment, j'en faisais profiter les autres. Mon grand-père s'est battu ici, sur ce champ de bataille. Je savais qu'il s'était battu pendant la guerre, mais je n'avais pas d'informations précises. Nous, ce qu'on a découvert, c'est que ce régiment, il est mis en ligne à Massige à partir du mois d'avril 1918 jusqu'au mois de septembre. Donc en 1918, le général Gouraud prend à son compte 4 régiments afro-américains qui n'étaient pas destinés à combattre sous les armes. Les Américains ne voulaient pas armer des hommes de couleur. Et donc le général Gouraud les prend et met un régiment en ligne à Massige à partir du mois d'avril 1918, un régiment qui vient du 15e régiment de la garde nationale de New York. Et ces hommes vont participer à des opérations coup de main. C'est-à-dire ce sont des opérations de nuit, 3-4 hommes,
qui partent dans les lignes allemandes à 100, 200, voire 300 mètres de distance pour récupérer des prisonniers ou des documents. Et ensuite, ce régiment afro-américain va se faire décimer à quelques kilomètres d'ici, donc dans un petit village qu'on appelle Séchaud, qui était fortement organisé par les Allemands. Nous avons trouvé aussi régulièrement, comme beaucoup d'agriculteurs, des plaques d'identité toutes seules, ces plaques qui ont été perdues par des soldats. Et nous effectuons des recherches généalogiques afin de retrouver les familles et de restituer ces plaques retrouvées. Alors on est à Minocourt, on est dans la nécropole du pont de Marsan. Et je viens honorer mon oncle, le frère aîné de mon papa, qui est mort pour la France en 1918. Voilà, il était du 363e régiment d'infanterie. Et il a laissé sa vie dans nos terres de la Marne, hein, voilà. J'ai toujours vu la photo de mon oncle dans la chambre de mon papa. Et j'ai vu que, voilà, à la main, il avait une cigarette. Il portait la gourmette, on le voit très bien, et sa cigarette, voilà. Donc, voilà, je lui amène un petit cadeau, c'est pas grand-chose, mais 2 fois par an, par là. Je fais des recherches généalogiques pour la restitution des plaques d'identification militaire retrouvées sur le site de Massige et un petit peu dans les environs quand les bénévoles restaurent les tranchées. Ce sont les gens qui gardaient, en fait, les bénévoles, même les gens des villages, ils s'en trouvaient dans la campagne et ils les gardaient chez eux, dans une petite boîte. Ils ne pensaient pas que ça appartenait à une famille, c'était pour eux un petit objet. Mais c'est en fait le seul objet, pour moi, où l'on peut identifier un soldat, puisqu'il y a vraiment son nom dessus, son matricule, le lieu de recrutement, et voilà, donc... On a restitué 209 plaques à des familles, donc et il m'en reste encore de nombreuses à restituer, donc de nombreuses familles encore à rechercher. Voilà, donc vous voyez les actes que je demande, rien que pour un soldat. Ça c'est Paris. Donc là j'ai retrouvé il y a très peu de temps notre soldat René Coste, qui est mort très jeune, il est mort à l'âge de 20 ans. Il est mort en 1917 aux avant-postes de Beauséjour, secteur de Massige. Et j'ai mis presque plus d'1 an à retrouver la famille. Vous avez fait bon voyage? Et puis toute la peine que vous êtes donnée pour me retrouver, quand même. Mon Dieu, oui, c'était pas... Ben, c'est moi, et bon, on va dire, je vais associer un peu Robert. Ça, c'est la médaille de René. Voilà, je dis la plaque, parce que la médaille, voilà, la médaille, oui, c'est quand ils reçoivent une médaille militaire, voilà. Donc, voilà, je suis vraiment très émue de vous la remettre. Vous en prendrez soin, je le sais. Voilà. Là, ça fait vraiment plaisir. Bon, on va aller voir tout à l'heure. Quand j'ai vite envoyé un petit message, j'ai dit ça y est, voilà. Vous m'avez envoyé des photos, donc ça fait plaisir quoi, de voir. Merci. René. Voilà la tombe de René. C'est émouvant quand même. Hein. Allez, je te donne ça. 1er janvier 1916. Salut 1916, ange de l'espérance. Tu verras l'heureux jour où luiront mes 20 ans. Apporte dans ton cœur, à mes aimés parents, beaucoup de joie et du bonheur en abondance. Oh, quel carnage affreux attriste notre France. Notre cœur est bien là d'attente et de souffrance. Tu te lèves meurtri sous un voile de sang. Que de deuil, ô mon Dieu, triste est le nouvel an. René Coste. Nous sommes ici sur la colline de Notre-Dame de Lorette. Ici, au début de guerre, une bataille stratégique s'est déroulée de septembre 14 à octobre 15. Le bassin minier des Houillards du Nord-Pas-de-Calais produit à l'époque 1/5 du charbon national, ce qui est quelque chose de très important. Les Allemands ont comme objectif de récupérer ce charbon pour le transporter en Allemagne dans la vallée de la Ruhr pour faire tourner la sidérurgie et l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'énergie principale et le charbon, n'est pas le pétrole comme actuellement. Et donc les Allemands vont donc occuper les points hauts et il va falloir les déloger de ces points hauts que sont la colline de Notre-Dame de Lorette, la colline de Vimy qui se situe à 8 km à vol d'oiseau d'ici pour pouvoir reconquérir ce bassin minier. Avec des pertes effroyables sur la colline puisque la colline va recevoir en moyenne 25 obus au mètre carré. On a pour habitude de dire qu'à chaque fois qu'on fait un pas ici, on peut imaginer qu'un soldat est tombé.
Quand j'étais vraiment très petit, mes parents travaillant tous les deux, j'étais très très souvent chez mes grands-parents et j'ai eu la chance de connaître mon grand-père qui avait fait la guerre 14-18 et qui me parlait de la guerre, qui me parlait de sa guerre. Les souvenirs que j'en ai, c'est que, par exemple, je lui disais, mais tu as encore des choses de la guerre 14? Alors il m'avait dit, bah oui, j'ai mon livret militaire, mes médailles, puis il m'avait dit, j'ai encore ma fourchette. Donc il avait sa fourchette de 14 sur laquelle il avait mis du bois et la fourchette était dans le tiroir de la cuisine. Et moi, quand j'y allais, je disais, Pépé, je veux manger que ta fourchette. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc, je prenais la fourchette à 3 dents et je mangeais que la fourchette avec sa fourchette de 14. Ok. Pour moi, ce qui me passionne, c'est ce que le soldat pouvait avoir dans ses poches, ou ce qu'il avait sur lui, ou les conditions de vie, ou le lien avec la famille. C'est pas forcément les combats meurtriers. Et donc, c'est la condition humaine qui m'interpelle, ce que les personnes sont prêtes à subir ou acceptent de subir. Bonjour, Madame Kozlowski. Pourquoi cette croix de guerre, elle a autant d'importance pour vous? Pourquoi est-ce que vous l'amenez dans le musée aujourd'hui? C'est quoi la raison? D'abord, je veux pas qu'elle disparaisse, parce que c'est quand même un héritage de la famille. J'ai pas envie que ça tombe dans de mauvaises mains. Ouais. Parce qu'on ne sait pas comment les gens réagissent, parce que au moment quand j'étais jeune, il n'y avait pas de bonne réaction. Hein. Ton grand-père c'est un Boche, ta famille, vous êtes des sales Polacs. Alors là, c'est mon grand-père paternel, Monsieur Antoine Kozlowski. La canne que vous voyez là sur la photo, elle n'est pas au grenier, elle n'est pas à la cave, elle est ici. La canne de mon grand-père. Une année au collège, mon frère, il parlait de la guerre 14-18. Donc le professeur d'histoire dit, écoutez, vous demandez à vos grands-parents s'ils ont des médailles, s'ils peuvent nous les prêter, comme ça on va les montrer et puis on en parle. Et mon père, il dit, ben oui, ton grand-père, il a une médaille pour acte de bravoure. Et puis mon frère, il s'est ramené avec cette médaille à l'école et là, il s'est vu prendre 3 jours dehors pour justement avoir ramené cette médaille au collège. Et c'est à partir de ce moment-là que mon père a dit, terminé, on ne parle plus de la croix de guerre, on l'arrange et vous n'en parlez plus. Bonjour mesdames. C'est pour la visite? Oui. Non, je viens vous remettre un objet très précieux qui appartenait à mon grand-père et que mon père m'a donné quelque temps avant son décès. D'accord. Donc vous avez toujours eu dans la famille? Oui, voilà. Ah, donc ça, c'est la croix de fer allemande de 14, oui. Vous avez le certificat qui est malheureusement plus en très bon état, mais qui certifie que ça a été remis à mon grand-père. Anton Kozlowski. Oui. Donc d'origine polonaise et donc incorporé dans l'armée allemande. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, elle lui a été remise. Il a fait toute la guerre et tout, et elle lui a été remise. Pour acte de bravoure. Pour acte de bravoure, à la fin de la guerre. Voilà, tout à fait. D'accord. Il a fait après la guerre 39-45 avec les Français, quoi. Parce qu'après la guerre 14-18, il est venu s'installer en France où il a connu ma grand-mère. Ils se sont mariés, ont eu 2 enfants, etc., etc. On a régulièrement des dons, peut-être 1 ou 2 dons par mois minimum. Et puis ces objets, on en a tellement qu'on fait un roulement. Les objets sont exposés quelquefois 1 an, 2 ans, repartent en réserve. On expose les objets d'une autre personne pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. C'est réellement une guerre mondiale, puisque même ici, dans le musée, nous avons une tenue de travailleurs chinois qui ont travaillé par ici. On en a d'ailleurs qui sont enterrés très proches d'ici, sur Neux-les-Mines. Et nous possédons le cahier de punition d'un bataillon de travailleurs chinois. Et alors, au hasard, des pages que l'on va pouvoir lire, eh bien, par exemple, ils sont à l'amende régulièrement. Ici, le travailleur chinois matricule 28 734, 5 francs d'amende, malgré plusieurs observations, continue à casser des cailloux trop gros. C'est quand même incroyable d'avoir des punitions. Le matricule ici, 28 586, est à l'isolement, a essayé de se faire porter malade alors qu'il n'était pas malade.
moins 5 francs. Au total, on réalise qu'on se rend compte que eh bien, tous ces soldats, tous ces travailleurs, en fin de mois, n'ont pas de solde. Bézia, préparez un pigeon, au cas où la ligne téléphonique viendrait à être coupée. À vos ordres, mon lieutenant. Tout doux, ma belle. Du calme. Tu vas rejoindre ton pigeonnier. Alors là, on est dans une partie des reconstitutions des abris souterrains du musée, où là, je souhaitais donc pouvoir faire voir aux visiteurs les conditions de vie sous terre de ces soldats qui étaient obligés de s'enterrer pour survivre. Donc là, ce sont des abris qui ont été complètement reconstitués, comme ils pouvaient être faits à l'époque. Et la majeure partie des objets a réellement été trouvée ici, dans la région, dans les greniers des fermes, les personnes, un peu les marchés aux puces, les antiquaires, les ferrailleurs, voilà, sont tous des objets authentiques. Ça, elle fait 70-80 kilos. Une douille de grosse Bertha, c'est un gros obusier allemand de 42 cm, c'est un 420, calibre 420. C'est parmi les plus gros calibres d'obus et de douilles pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, ici, la première partie du musée. Et puis vous vous apercevez que ça s'allume lorsqu'on avance, c'est parce que ça permet de laisser les tenues dans le noir pour les préserver, pour préserver les couleurs, parce que ce sont des tenues qui ont plus de 100 ans. Voilà, là ici on a déjà une première partie d'objets qui seraient susceptibles de vous intéresser. Comme par exemple, voilà, une mandoline qui est faite ici avec un... Comment? Alors, essayez d'ouvrir. Voilà. Vous pourriez avoir pour votre exposition à la bibliothèque de Caen, vous pourriez avoir cet objet qui était fait par un soldat, qui était fait avec une gourde française. Il a constitué avec un bout de bois. Il a trouvé un bois dans lequel il a placé des douilles de fusil allemand qui servent de tendeur de corde. Et là, il a percé la gourde pour en faire une mandoline. Mais vous aurez tout ce qui est petits bracelets, vous allez en découvrir. Voilà, les petites bagues, bien sûr, très très important, les bagues. Alors ça, c'est très original. De quoi s'agit-il? Voilà, alors là, c'est un soldat qui a découpé une balle et au milieu de la balle, il a mis un petit mètre ruban. Pour nous, c'est important de pouvoir faire vivre ces objets, les sortir de leur vitrine et les mettre dans un contexte actuel, mais dans lequel ils ont toute leur place. On a pu proposer pour le cinéma des objets authentiques, parce que beaucoup de producteurs étaient attachés à l'objet authentique. Et on a par exemple Au revoir là-haut avec Dupontel, nous avons un long dimanche de fiançailles auquel nous avons participé. On est vraiment dans ce devoir de mémoire et, voilà, qui me touche beaucoup. L'objet par lui-même est intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est l'histoire qui est accrochée. L'intérêt, c'est que ces objets puissent se retrouver dans un lieu où ils pourront raconter leur histoire. Nous sommes au fort de Seclin. Il a été construit vers 1880. Bon, les Allemands sont arrivés fin 14, début 15. Il n'y a pas eu de combat. Et par contre, en fin de guerre, il y a eu des combats pour le libérer par le 6e de Liverpool. C'est un régiment britannique. Il y a eu 3-4 jours de combat, pas plus, mais très intense. Ça fait maintenant 22 ans que nous sommes au fort, parce que je suis passionné d'histoire militaire. Et je glanais des petits équipements militaires, des souvenirs, une baïonnette, un vieux fusil. Et de fil en aiguille, c'est devenu une passion un peu encombrante parce que je me suis intéressé au gros matériel. Voilà, merde. Mettez les fusées là-dedans. On habitait en ville, on avait un grand garage, ça commençait à se remplir. Et avec mon épouse, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vends tout? Où tu installes ton musée? Tu voulais faire un musée? Moi, j'ai dit, écoute, on va essayer de trouver un site où on peut s'installer. Puis on a eu le bonheur de trouver le fort de Seclin. C'est un musée familial. Là, c'est des gros chevaux, ceux-là. Donc, il ne faut pas rester à côté. D'accord? Allez, tiens. Voilà. La thématique, c'est la cavalerie et l'artillerie. Donc, les chevaux, tout ce qui est hippomobile, chariot, canon. Il y a à la fois les hommes
il y a les animaux et il y a le matériel. Mon fils, c'est un spécialiste, c'est un maréchal ferrant. Donc, il part les pieds, il coupe la corne, il nettoie la sole et il fait l'entretien des pieds des chevaux. Voilà. Comme on est fidèle dans les équipements que l'on trouve, au bouton près, à la manivelle près, il faut transmettre un maximum de choses d'origine et les chevaux en font partie. Allez, allez, c'est bien, c'est bien. Oui, bonjour monsieur. Ça a été la route? Ah oui, très bien. Impeccable? Ça va. C'est bien. Ah, c'est super. C'est un copain qui m'a dit, à tel endroit, il y a des blocos. J'étais voir, ce sont des charrenaux qui ont été coulés dans le béton. Un sarcophage en béton tout autour. On a pu les dégager en 2 jours de temps avec le marteau-piqueur, pelle, pioche et tout ce qu'on veut. On a sorti de leur gang des petits charrenaux, mais conservés impeccables. Le charrenaud est mythique, hein. C'est le char de la victoire. Hein. Et pour remettre ce char en état, on vient de passer 20 ans là, maintenant. Les extérieurs sont finis, hein. Mais il y a encore toute la mécanique à finir de mettre en état. Donc je compte entre 3 et 5 ans, quoi. Je préfère présenter aux gens du matériel authentique, comme ça on ne les trompe pas. Donc là, c'est un berlier fabriqué en 1916. C'est le 162e, autant dire que c'est plutôt rare. Pour faire vivre un site comme le nôtre, comme nous ne sommes pas associatifs, nous sommes obligés d'avoir plusieurs types d'activités. On a les visiteurs qui viennent visiter le musée et tous les ans, nous faisons à partir de septembre des activités avec de plus en plus de gros matériel parce que les gens aiment bien voir les gros matériels. Ce qu'il faut faire ressentir aux gens, c'est cette capacité industrielle que les États savent mettre en route dans des circonstances particulières. Un régiment qui se déplace, il y a foison de matériel, partout, partout, partout. Donc là, on ressentira bien ce que pouvait être un pays en marche. Number 7, fire! Donc on a relevé le défi pour commémorer la bataille de Passchendaele. Passchendaele, c'est le Verdun des troupes britanniques. Hein. Ils ont souffert aussi d'une manière atroce. Et on a fait une magnifique commémoration en tirant 100 coups de canon à blanc avec des canons d'Australie, Canada, Angleterre et de France. Tu m'as gardé cette photo, ça m'a sauvé la vie. On l'avait dit, hein? Ben ouais. Parce qu'on a pu la placer là, sur le caisson, ouais. qui était raté, en fait, un problème de structure. D'accord. Puis voilà. Puis c'est chouette, c'est vachement bien. Pas trop abîmé, non? C'est bon. Si, mais il y a quelques petites taches, mais c'est pas grave ça. Non, ça fait partie du temps. Ouais, quoi. voilà. Oh, non, elle est bon. propre, la photo, elle est très propre. Et là, franchement, bien, ça. ça c'est top ça. La qualité, au moins on voit bien l'objet, parce que quand on met un téléphone dans les vitrines, ça rend bien, mais on voit pas grand-chose. Mais là, le détail, tu le révèles avec les photos. C'est impeccable. Ça, j'adore. Et on les a fait pour être suspendus à 5-6 mètres de hauteur. On ne voyait pas le... Enfin, on lisait la typo. Mais à propos de l'affiche que tu me parles, on va peut-être pouvoir la mettre là. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je pense que c'est parfait. T'as la place, là? Ouais. À peu près... Pas un gros truc où 1 mètre 20, 1 mètre 30 sur 1 mètre. Ça, il y a la place de mettre une image du musée, puis le texte. Ouais, moi ça me va, là. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? C'est obligé. C'est obligé. Quand je suis là à m'appuyer sur cette roue de la roulante,
Eh bien, j'imagine les gars autour en train de piaffer. T'as pas un bout de viande pour moi, un bout de pain ou un peu d'eau, j'ai faim, j'ai soif. C'est pareil pour les servants de pièces d'artillerie, ils ont galéré les gaillards, hein, sous le feu de l'ennemi. Et je dirais, des deux côtés, ils ont galéré, ils ont rempli leur devoir de soldats. Mais le froid, le bruit, les blessures, et je les salue dans le sens où il y a comme une communication, je dirais, spirituelle avec ces gars-là. Attention, c'est chaud. C'est qui ça? C'est moi. T'es sûr? Oui. Ton petit frère, et puis maintenant, toi t'es grand. Alors ça, c'est Somme, souviens-toi. Ce char que tu m'as offert à la naissance des jumeaux. Bon, j'aurais voulu une bague, mais bon. Tu te souviens de ça? Ouais, mais une bague, c'est plus cher. Hein. Ah bah tiens, regarde. Ah ouais, 5000 pouces, c'est tout. Ah oui, oui, et Carole aussi. C'est génial. Comme cadeau de naissance, c'était pas mal quand même. Bah, c'est pas banal. Ah ouais. Mais depuis ce temps-là, maman, Annick, j'appelle mon petit blindé. Et quand on sablait les murs, tu te souviens avec les enfants? Nous, on reconstitue ça, c'est pour faire voir aux jeunes ce que nos anciens ont enduré et ont fait. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Hein. Si on oublie tout, on le refait. Il faut absolument préserver ce matériel-là. Comme ça, les générations futures auront le plaisir de pouvoir voir, toucher, vraiment bien ressentir ce que leurs aînés ont pu sentir. C'est un témoin du passé. C'est comme une toile de maître, hein, c'est pareil. Il faut la préserver, la présenter aux gens. Et c'est comme ça qu'on n'oublie pas. Un beau Schneider, magnifique. Ah, voilà. Salut Dominique. Comment tu vas? Ça va, ça va. C'est le coup de feu là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, on peut manger un morceau si c'est possible? Il n'y a pas de problème. Merci Dominique. Et puis tu... Ça, c'est la nouveauté, ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la porte du tank, marque 1. Ah ouais, c'est génial ça. Tu sais la différence entre les marques 1 et les marques 2 au niveau des portes? Non. Celle-là, au départ, les premiers tanks, elles s'ouvrent sur le tank. D'accord. Tandis qu'après, quand tu ouvres la porte, elle sert de protection pour le soldat quand il sort du tank. Ils ont fait des modifications. Magnifique, hein? Pendant la bataille de Pozières, 6826 tués, 4100 Australiens de disparus. Comment 4100 soldats peuvent disparaître comme ça d'un champ de bataille? En fait, on n'a pas le temps pour les morts. Il faut nettoyer le champ de bataille, absolument. Les troupes fraîches arrivent. Il ne faut pas qu'on voie tous les soldats qui sont démantibulés dans tous les coins. On sort tous les cadavres des tranchées de communication, on les jette dans les trous d'obus. Il faut les recouvrir en vitesse. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a tant de disparus. Mon grand-oncle a été tué dans les premiers jours de la bataille de Pozières, le 23 juillet. Sa sœur est ma grand-mère. Je suis le premier des descendants à venir visiter ici. Ça doit être ici, ou entre ici et Pontalmaison. Je connais leur histoire parce que chaque petit point qu'il y a devant les noms, j'ai rencontré leur famille. J'ai fait les recherches il y a à peu près 10 ans et j'ai commencé à prendre bataillon par bataillon. Ça a duré au moins 5-6 mois. Et là, on sait exactement combien il y a de tués à Pozières et combien il y a de disparus. Et ça, c'est très important.
Depuis l'âge de 10 ans, j'ai parcouru le champ de bataille pour récupérer le métal. En fait, j'ai rencontré un vieux bonhomme un coup dans les champs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de cafouiller? Pourquoi il est toujours abaissé en train de ramasser des choses? Qu'est-ce qu'il fout dans les champs? Et j'ai été le voir. J'ai vu qu'il ramassait du métal, les fusées d'obus, les balles de shrapnel, toutes sortes de choses pour vendre à la ferraille. Et c'est là que j'ai dit, tiens, il y a de l'argent à gagner, quoi. Ce vieux bonhomme, son surnom, c'était Crapouillot. C'était le nom des mortiers de tranchées français. Et il disait, ça, c'est dangereux, ça, tu touches pas. Et je savais qu'il avait fait la guerre 14-18, mais à l'époque, l'histoire vraiment ne m'intéressait pas. Et maintenant, je regrette de ne pas lui avoir posé assez de questions sur ce qu'il avait fait pendant la guerre 14-18. D'ailleurs, Crapouillot est mort, il s'est suicidé. Il a dit à certaines personnes, demain, vous verrez plus Crapouillot. Et en fait, il a mis le feu à un obus, il s'est fait sauter. Crapouillot est parti comme ses copains. Quand on voit combien il y a d'éclats d'obus au mètre carré, on se dit, mais comment les gars, ils ont fait pour passer à travers? Le 25 juillet 1916, les Australiens vont tirer 18 000 obus shrapnel en une seule journée. Et le même jour, il faut savoir qu'il y a la réponse des Allemands. Le village va disparaître de la surface de la Terre. Tout va être pulvérisé. Tous les objets, je ne les vends plus. Tout, je mets tout de côté, même un éclat d'obus, il est sous le tas d'éclats d'obus. Je ne vends plus rien à la ferraille. Et quand j'ai su que ce café était à vendre, j'ai dit, ah, il faut acheter ce café et créer quelque chose de complètement différent de tous les autres musées. Donc normalement, si tu veux, tu as des plaques qui sont nettoyées. Voilà. Donc là, c'est un sergent, un Royal Scott, il y a grande chance. C'était vraiment par hasard. J'avais fait une exposition sur les appareils photo. Il y a une personne qui est venue avec 2 plaques en me disant « Est-ce que ça vous intéresse ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Et puis elle m'a dit « Écoutez, bougez pas, je vais vous apporter les autres. » Et là est arrivé le lot complet de plaques qui partait à la décharge chez la personne qui s'en était occupée, en fait. C'est un trésor d'histoire. C'est magnifique. J'ai entendu parler par les collectionneurs que tu viens de trouver des pièces. Oui, j'ai trouvé des morceaux là, à la sortie du village. Là. Et en fait, on a trouvé la porte du tank. Oui. Le premier modèle, c'est le Mark I. C'est le Mark I, oui, tout premier modèle. On a pas mal de pièces exposées là dans le café pour l'instant. Et après, tout le reste, pour l'instant, c'est stocké à l'extérieur. Et on a beaucoup de pièces à nettoyer, quoi. Au départ, quand on arrive ici la première fois, il y a 20 ans, 25 ans, on a des complexes. Les Allemands sont vraiment complexés. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ici? Quelle catastrophe. C'est vraiment une catastrophe qu'on a laissée ici. On a détruit le paysage complètement. Je crois qu'ils sont très gênés. Même aujourd'hui, on ne parle pas encore de ça à l'école, non? Personne ne connaît. Alors que les élèves d'Allemagne viennent ici pour visiter une usine Airbus, mais pas pour visiter les champs de bataille. Et je trouve ça honteux, c'est une catastrophe. Il faut faire apprendre à notre jeune génération les bêtises que les anciens ont fait à l'époque. Vous savez, les soldats, pendant la Première Guerre, c'était tous des jeunes. On a envoyé des jeunes contre des jeunes. Même les Allemands, tous les Allemands n'ont pas voulu forcément faire la guerre. Mais on est obligé de mourir pour la patrie, en fait. Parce que s'il y va pas, c'est 12 balles dans la peau. Donc le gars était obligé d'y aller à l'époque. Ici, on est en Belgique, on est à Newport. C'est l'extrémité ouest du front, c'est à l'exact opposé du kilomètre zéro en Alsace. C'est l'autre côté, mais j'étais jamais venu au bord de la mer, voir l'endroit exact où ça s'arrêtait. Au début, je voulais comprendre pourquoi tout ça s'était arrivé. Et finalement, j'ai toujours pas la réponse. Je sais peut-être un peu mieux comment ça s'est passé, mais pourquoi, je sais pas. C'est toujours le même vertige. Pas très loin d'ici, à Ypres, il y a un monument incroyable, une arche gigantesque.
Et sur ces murs, il y a plus de 50 000 noms inscrits. Ce sont les noms de soldats anglais disparus, sans sépulture dans le secteur. Et malgré la taille du monument, il n'y avait pas assez de place pour les mettre tous. Moi, ça m'émeut beaucoup. Tous les soirs, ils font une cérémonie à la même heure, depuis 1928. Il y a les mêmes échos qui montent sous cette voûte. J'espère que ces échos vont continuer longtemps à résonner et qu'on va continuer à se souvenir malgré le temps qui inexorablement va effacer ces traces.